Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, tous les samedis sur Télésud, tous les dimanches sur numéro 23, Euro aussi, ravi, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à commenter l'actualité, vous avez été extrêmement nombreux la semaine dernière sur les réseaux sociaux, sur votre page, elle vous appartient, oui, je vous le dis, vous le redis, elle s'intitule Ça fait débat, vous commentez, vous réagissez, et vous le faites très bien partout dans le monde, mais également sur Twitter, ça se passe sur le hashtag CFDébat ou le @CFDébat. Tiens, Valerio, là, il est en train de le mettre juste en bas de l'écran. C'est parti au menu, au sommaire de ce qui a secoué la semaine, c'est-à-dire, bien sûr, évidemment, je fais référence à toute l'actualité que nous avons retenue. Boko Haram, la grande menace, c'est la question qu'on pose ici. Parce que, effectivement, le sommet à Abuja, le sommet des pays voisins du lac Tchad qui s'est achevé le week-end dernier, c'est-à-dire il y a une semaine, eh bien, quel espoir peut-on espérer? Est-ce qu'il y a des mesures exceptionnelles? Et puis, peut-on parler d'un échec cuisant? Puis, on parlera de ce second sujet. Il s'agit du blocus Sénégal-Gambie avant de retrouver les négociations prochaines qui se déroulent en juillet. Eh bien, on parle d'ores et déjà d'une négociation qui échoue. Alors, on va être tenté de comprendre et d'apporter les éléments de réponse et peut-être même d'envisager des solutions. Et enfin, troisième sujet, le Cameroun. Marafa Hamidou Yahya, condamné à 20 ans de prison. C'est un arrêté qui est tombé le 16 avril 2012 et on en parle, oui, enfin bref, vous savez, est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'il a des ambitions présidentielles? Ça fait d'ores et déjà débat et vous le savez, le dicton n'a absolument pas changé, ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, surtout. C'est parti. Et pour commenter, analyser, décrypter, polémiquer aussi parfois, certainement ici dans Ça fait débat, deux femmes, tiens, pour une fois on respecte l'équité, je le dis parce que, bon, évidemment, parfois je me fais taper aussi, on me dit, il n'y a pas assez de femmes. Mais oui, vous avez raison de le faire et c'est très juste. Je vais commencer, tiens, par les mesdames. Maxence Ancel qui rentre du Cameroun, comment ça va? Très très bien, je suis contente d'être l'une des deux femmes, ouais, tout à fait, je suis absolument. très contente. Ça va l'ambiance au Cameroun? Ça va, ça va, il fait chaud, ça va, donc... Bon, en tout cas, heureux de vous retrouver, journaliste, femme politique, militante associative. À vos côtés, Jean-Paul Auro, Monsieur le Président. Yes, c'est ça, c'est comme ça qu'on vous appelle dans le milieu des journalistes. Président. De France. Président. Président, tout quoi, absolument. C'est toujours un ravi de vous retrouver ici parmi nous. Je sais que vous avez fait débat il y a quelques semaines quand vous étiez venu ici. Mais tant mieux, c'est aussi ça l'objet de l'émission. Kian qui rigole, qui sourit, qui a toujours sa joie avec elle, qui l'emporte d'ailleurs dans son petit sac. Ouais. Et elle nous le partage ici même. Elle est présidente de l'association Cocoon. Oui, Cocoon. Art et Solidarité. Et oui, ça s'est bien passé là d'ailleurs, cette journée-là du 7 mai? Super. Racontez-nous, c'était comment? Alors, écoutez, c'était comme une mission initiatique, un accouchement, parce qu'on a commencé ça quand même il y a plus de 9 mois. Il n'a pas été ça a été annulé à cause des événements du 13 novembre et on a réussi à le reporter au 7 mai au gymnase Biancoto et on a vraiment eu tout le monde. Je remercie d'ailleurs tous nos sponsors, les amis, les artistes, les élus qui ont joué le jeu. Donc l'accouchement s'est bien déroulé? Oui, sans forceps. Il y a eu les forceps avant, mais après ça a été... Donc à reconduire? Complètement, et c'est reconduit encore plus grand, plus fort et plus solidaire. Voilà. Tant mieux, en tout cas, bravo. Il y a cette année déjà une petite journée de la solidarité, parce que c'était novembre, donc on le refait, et sinon ça reprend en novembre 2017. Tant mieux, bravo à vous. En tout cas, c'est bien. Et merci à Télésud, Africa numéro 1 et à Mina Magazine. Vous avez joué le jeu Make Up Forever. Je citerai un petit peu d'autres tout à l'heure. Merci à vous. Voilà, merci à tous celles et ceux qui l'ont accompagné. Makelan Gebla, bonjour. Bonjour Adi. Ça, c'est notre barbier. Je dis ça, c'est le journaliste français barbier, sa fameuse écharpe. Mais vous êtes sans écharpe aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dérangeait un peu. Vous l'avez abandonné aujourd'hui. Mais... C'est qui? C'est Serge qui vous a dit c'est pas possible de mettre l'écharpe, c'est quoi? Pour aujourd'hui, mais on va revenir. Je parle de Serge parce que Serge Goulamali, c'est le directeur de la production. Ouais. Voilà. Et avec, parce que comme on fonctionne beaucoup sur fond vert, donc ici, ça gênait. Allez, plus sérieusement, ce que je vous propose, c'est direction, évidemment, Boko Haram. Boko Haram, vous savez pourquoi j'ai choisi volontairement ce sujet? Parce que c'est une grande préoccupation pour tout le monde. Pour les Africains d'abord eux-mêmes. Et puis, surtout, cette grande question qu'on soulève ici sur ce plateau-là, c'est la grande menace, grand point d'interrogation. Parce qu'à Abuja, le sommet qui s'est tenu donc, des pays voisins du bassin du lac du Tchad, qui s'est achevé il y a une semaine, il y a beaucoup de choses qui ont attiré mon attention. L'appel d'abord de François Hollande, président de la France, qui dit vouloir poursuivre avec acharnement le combat contre Boko Haram. Alors, c'est vrai, que fait-il comprendre dans son discours lorsqu'il balance comme ça ce genre de petites phrases, de petites déclarations, Jean-Paul Auro? Pour moi, tout simplement, il n'y a pas autre chose à dire que la France, comme d'habitude, veut être parrain de la résistance militaire ou du moins de l'offensive militaire contre Boko Haram. Et peut-être que François Hollande, dans cette phrase, veut dire aussi certainement à son ami Idriss Déby, parce que Idriss Déby était véritablement dans l'avant-garde dans le combat contre Boko Haram, pour dire, bon, écoutez, je reprends la main. Désormais, c'est la France qui apportera
les moyens suffisants, certainement. Tout Oui, mais en même temps, qu'il c'est faut. paradoxal parce qu'elle ne peut pas apporter les moyens suffisants, parce qu'il y a encore quelques mois, y compris le ministre des Affaires étrangères, avait lui-même dit qu'il fallait qu'on réduise et qu'on revoie l'effectif des soldats français. Non, ça c'est au niveau de Donc, Sangaré. c'est pour ça que je dis, que faut-il comprendre? C'est au niveau de la logistique, au niveau de l'information, certainement, au niveau de la coopération, au niveau du renseignement, certainement. Aider aussi à la formation des, mais vous savez que ça coûte cher à la France. des soldats. Ouais. Ça coûte cher, mais aujourd'hui, il est préférable pour la France d'avoir à combattre Boko Haram, les groupes terroristes hors de son territoire, que de les combattre sur son territoire. Bon. Je pense que c'est la meilleure méthode, certainement, qu'il a compris. Analyse pertinente. Ils sont venus ici faire les attentats du 13. Hein. Mais depuis qu'ils sont rentrés dans Oui, mais ce pour maillage, François Hollande, c'est pareil. Et pour C'est le même combat. Dans ce François maillage. Hollande s'identifie comme un président Maxence Ancel. depuis ces histoires du terrorisme. Il a fait de ça comme son cheval de bataille. Donc, il s'identifie de plus en plus. Donc, l'actualité d'ailleurs aujourd'hui le montre. Heureusement qu'on ne parle pas encore de cette hypothèse d'attentat avec le crash d'aujourd'hui. Ouais. Mais n'empêche qu'on voit très bien que chaque fois qu'il y a ce type de sujet, ce type d'actualité, François Hollande se met beaucoup en avant. Mais ça peut aussi noyer quelque chose, et là, tu as eu raison de le dire, puisque dans ce voyage-là, quand il allait au sommet, il revenait quand même de la Centrafrique. Il a fait un tour en Centrafrique où il a décidé de réduire la présence militaire en laissant 500 soldats, 500 soldats français en poste à Bangui. Ça suppose quoi? Ça suppose que ces deux messages. D'un côté, il veut dire à la France que nous n'avons plus assez d'argent pour être sur tous les fronts. Nous ne pouvons plus. Et de l'autre côté, il veut continuer à donner, à dire aux chefs d'État africains que je suis à vos côtés, je suis avec vous. Et de toute façon, sur ce point-là, il a raison. Boko Haram, c'est quand même une force terroriste qui terrorise réellement l'Afrique et qu'il faut éradiquer, il faut le dire. Donc, il faut continuer. Et ce sommet avait quelque chose d'assez important, c'est que ces chefs d'État se retrouvaient pour réaffirmer la détermination de combattre cette secte islamiste. Alors, donc, quelque part, François Hollande, il y a ces deux messages que moi je vois en ce qui me concerne. Côté, c'est le mec qui est en politique, qui est de cette façon aussi en campagne, il faut aussi dire les choses. Hein. C'est-à-dire, je suis celui qui réussit une politique étrangère, je suis le chef de guerre en Afrique, au Mali, le président d'une certaine façon, qui décide en Afrique, qui au niveau du Mali, au niveau de la Centrafrique, voici. Donc, il veut réaffirmer cela, tout en apportant encore son soutien à tous ces pays africains. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut qu'on s'arrête seulement sur les mots? Ça, c'est la question aussi qu'on pourrait se poser. Justement, on va tenter d'y apporter quelques réponses. Makelane Gaba, je veux juste faire qu'on fasse un tour de table. Moi, je me réjouis sur un seul point que ce sommet s'est tenu en Afrique, notamment à Abuja, pays où M. Buhari a été élu démocratiquement, donc il a plus de légitimité d'accueillir. Et il faut noter que depuis son arrivée au pouvoir, M. Buhari, on a réussi quand même à faire reculer notamment Boko Haram sur le terrain. Ça a commencé un peu, hein, justement. Ça avait commencé pas avant, parce que quand Buhari arrive, il trouve quand même que la secte connaît quand même quelques défaites. Mais c'est très bien, parce que de toute façon, c'était son ambition en arrivant. Et étant lui-même un militaire de carrière, on n'est pas surpris qu'il puisse quand même mater, je dirais, cette secte terroriste qui est en train de se déplacer non seulement au niveau du Nigeria, mais c'est de localiser complètement vers le Tchad, notamment le lac Tchad. Et que vous connaissez le lac Tchad, connaissant cette région qui est comme asséchée, et connaissant aussi effectivement des part et d'autres, Nigeria, Tchad, Cameroun, les populations sont des part et d'autres. Donc François, moi je ne m'attarde pas sur l'intervention de François Hollande, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais que ça s'inscrit dans le cadre de la politique étrangère et que la France est toujours interventionniste. Qu'est-ce qui vous intéresse alors? Non, mais moi je m'intéresse plutôt pour la sécurité des pays du continent africain. Je m'intéresse effectivement sur notamment les forces africaines qui doivent quand même avoir les moyens nécessaires à lutter. Oui, mais attendez, Makelane Geba, vous ne pouvez pas dire que je ne m'intéresse pas à François Hollande, parce que lui-même, la France, je ne parle pas de François Hollande, mais de la France, parce qu'il en est le président, la France participe elle-même très activement, si vous voulez, à lutter contre Boko Haram. Oui, mais c'est tout à fait normal. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, c'est par rapport à la politique étrangère et rassurer également l'opinion nationale française à l'approche de l'élection présidentielle. Ça, c'est un discours de campagne. C'est pourquoi je dis ça ne m'intéresserait pas. Vous êtes en train de nous livrer ici, là, qu'il y a une grille de lecture qu'il
faut avoir clairement en pleine campagne présidentielle. Absolument. Absolument. Je vous redonne la parole, Jean-Paul Aureau. Je vais juste entendre les propos de Kian et je vous reviens vers vous. Moi, Kian. je voudrais dire que c'est encore triste que ce soit nous qui tirons le pompon du groupe terroriste qui est le plus meurtrier au monde. Boko Haram n'est pas né comme ça par hasard. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est bien d'être présent, d'enlever des militaires d'un côté, d'en mettre de l'autre, de la logistique, de l'information et tout. Mais comment ils font pour vivre, Boko Haram? Qui est-ce qui les nourrit? Il faut les assécher. Où ils prennent les armes, où ils prennent l'argent, où ils prennent tout ça? C'est par là qu'il faut commencer. Il faut complètement assécher Boko Haram. Donc c'est bien, mais c'est là qu'il faut Mais on parlera de ce fameux échec, justement. Voilà. C'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un échec aujourd'hui face à Boko Haram? Avant de revenir à cela, j'aimerais dire une chose, revenir au propos de Maxence tout à l'heure qui a dit que non, avant que Buhari n'arrive au pouvoir, Boko Haram était déjà en difficulté. Je ne partage pas cet avis du tout. Parce que... Je maintiens parce qu'en fait, il faut savoir que quand Buhari arrive... Sous Jonathan Goodluck, Boko Haram a prospéré parce que Jonathan Goodluck ne voulait pas s'emmerder avec Boko Haram. Il dit, écoute, je vous cède une région, débrouillez-vous, oui. Non, mais il faut comprendre comment Boko Haram n'est pas nouveau. Ça fait plus d'une dizaine, plus de décennies. Maxence, je finis rapidement. Non, pour moi, sous Jonathan Goodluck, sous ces 2 mandats, Boko Haram a prospéré véritablement, a eu le temps de s'étendre dans cette région, dans ces régions du bassin du lac Tchad. Jusqu'à aujourd'hui, espérer même aller jusque dans la région du bassin du Congo. Mais c'est sous Jonathan Goodluck. C'est Buhari qui arrive, qui véritablement arrête toute coopération et décide de frapper fort et ça recule. Jean-Paul, je suis d'accord avec, excuse-moi de te couper, avec Maxence, parce que j'ai entendu et lu que vers la fin du mandat, il se réveillait, je ne sais pas si c'est à cause des pressions extérieures. Il y avait des pressions à l'intérieur, voilà, okay. Il y avait des pressions à l'intérieur. aussi. Oui, avec l'extérieur, avec l'affaire de Bring Back Our Girl, des filles que il s'est rendu qu'il y avait la pression des États, il y avait la pression des États-Unis parce que Michelle Obama prend cette affaire pour en faire son histoire personnelle. Obama lui met la pression, il décide de faire quelque chose, mais quoi qu'il arrive, il n'y arrive plus. Boko Haram est étendu, il a créé des cellules pratiquement, comme on le disait, dans la région du bassin du Congo et du bassin du lac Tchad. Et aujourd'hui, on s'imagine, les services de renseignement le disent clairement, aujourd'hui, il va au-delà, il entend s'installer dans la région du bassin du Congo. Alors, attendez, la question que tout le monde se pose, y compris chez vous, vous pouvez, je vous le rappelle, intervenir sur les réseaux sociaux. Valérie est en train de l'afficher juste là en bas de l'écran. Ça fait débat, c'est la page de Facebook qui s'intitule ainsi, et puis, @CFDébat. Finalement, pardonnez-moi, mais un peu légère provocation, mais Boko Haram, n'est-ce pas le fruit d'un malaise qui existe déjà sur le continent africain, un malaise social, je parle, mais surtout un malaise qui est né aussi d'une revendication? Absolument. Makelan Gebla. Je réponds. Effectivement, c'est un malaise social. Ça a cristallisé effectivement le nord du pays, notamment les Borno, les Hausa, la majorité musulmane, qui a trouvé un terrain politique. Maintenant, ils se sont affirmés. Plus une connexion à l'international, avec le terrorisme international, Boko Haram a réussi quand même à faire douter le pouvoir de Goodluck Jonathan. Donc moi je pense que c'est un peu partout, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Mali, on est parti souvent des frustrations, de l'exclusion d'un certain nombre de populations locales qui amènerait à ces groupes de population à se radicaliser, et souvent c'est par des moyens militaires. Et c'est à quoi vraiment il faut amener les gens à un terrain beaucoup plus démocratique, à ce qu'il y ait effectivement, je dirais, une répartition équitable des ressources des pays. En fait, il faut comprendre la genèse de Boko Haram. Déjà, Boko Haram, au départ, c'était une association humanitaire, à but humanitaire, tout simplement. Mais maintenant, profitant justement des frustrations, ils ont commencé à se nourrir du fait que dans leur région, il leur manquait des choses, il y avait un sous-développement. Et du coup, ils ont commencé, au départ, ils n'ont pas commencé par faire des otages. Ils ont commencé par attaquer les postes de police dans les zones nigérianes, dans ces zones-là. Et c'est comme ça qu'ils sont munis d'armes. Ils ont commencé à arrêter des petites personnes, enfin des personnes commerçantes. Voilà, à faire ces enlèvements. Ça a commencé de cette façon. Aujourd'hui, Boko Haram prospère. Pourquoi Boko Haram prospère? Parce qu'il y a ce malaise international, parce que le malaise n'est pas qu'africain, il est international.
internationale parce qu'aujourd'hui, on assiste à une vulgarisation de l'idéologie djihadiste, tout simplement. Et donc, du coup, dans cette guerre-là, il faut que les gens aient des moyens, il faut que les gens soient armés, il faut des ressources. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un an, Chekao a fait allégeance à l'État islamique en disant que nous avons besoin d'aide. Et quand Chekao fait justement allégeance, c'est parce qu'il subit des défaites. À un moment donné, on parle des gens qui sont en train de disparaître. Et du coup, quand il fait cet appel de pied, c'est pour dire venez. Et d'ailleurs, on le lui a promis. L'État islamique lui a promis des hommes et de l'argent. Donc, en clair, c'est quoi? C'est une petite structure qui commence tout comme une petite association, qui aujourd'hui devient une association terroriste, une secte terroriste. Enfin, une petite structure qui commence... Pardonnez-moi, je veux juste correctifier le dire. Attention, est-ce qu'il se dit ici dans ça fait débat? Parce que je peux dire, soyons le plus précis. Je vous dis donc que ça a commencé par une association. Une association, aujourd'hui, véritablement association en 2000. Qu'il n'y ait pas d'amalgame, ça n'a pas commencé en tant que... S'il vous plaît, que je vous dise, je termine, et vous pouvez dire après. Boko Haram existe maintenant depuis 20 ans, voire. Je vous dis donc au départ, c'était cela. Après, ça a commencé à prospérer, c'est devenu du banditisme. Ça a commencé à passer par des trafics. Aujourd'hui, c'est un groupe qui se nourrit de la haine, qui se nourrit de la contrebande, des manipulations religieuses. C'est comme ça, il faut dire les choses. Alors, mais aujourd'hui, on n'accuse pas l'association d'antan, on accuse maintenant ce qu'est devenu Boko Haram. Mais ça n'a jamais été l'association d'antan, même ça y compris, pardonnez-moi. Jean-Paul Auro. J'espère qu'avec toi, c'est pas magistère d'existe, c'est-à-dire le maître à parler, taisons-nous. Voilà. Non, je vous concède. Non, chacun son point de vue. Jean-Paul Auro, c'est le principe de ça fait débat, chacun défend son point de vue. Histoire de la titiller un peu. Ouais. Vous avez raison. Ce que Maxence explique, mais c'est les schémas. C'est le schéma classique de tous les groupes terroristes. Ils ont tous commencé pareil. Ouais. Comment on appelle ça? Anne Sardine. C'est une genre des cellules dormantes de Anne Sardine en Côte d'Ivoire. Boko Haram n'était pas une association. Pardonnez-moi, mais bon, ils n'ont pas commencé en tant qu'association. Hein. Non, mais c'est pour dire que ça commence toujours petit. Mais ça ne s'appelait pas Boko Haram. C'est des bandes armées. C'est des centres de l'éducation, en fait. C'est des centres d'éducation. C'est des centres d'éducation qui sont liés à rattacher quelquefois à des mosquées. C'était l'émanation. Voilà, qui sont attachés quelquefois à des mosquées. Donc très souvent, ce genre de choses, ça existe partout. C'est le même schéma partout. C'est pas spécifique à Boko Haram au Nigeria. Et donc quand ça arrive, ils ont déjà ils ont tant ça en projet. Comme au Mali, ça s'est passé. En fait, ils sont infiltrés. C'est le groupe islamique, il infiltre des gens qui ont un problème social, d'abandon, de décentralisation. Voilà. Je finis, Kian. Oui. Ça, c'est des cibles faciles. Voilà. On trouve une population privilégiée qui sont réceptifs à ce type de discours. Mais fini, pour arriver là où je voulais en venir, Boko Haram, leur projet terroriste, dès la création, est en eux. Il n'y a rien à faire. C'est tout simplement trouver les moyens. Les groupes, le banditisme qu'ils avaient, c'était juste pour gagner de l'argent. Comme ça s'est fait avec Anne Sardine, comme ça fait avec les autres groupes, comme ça fait avec ACMI. Ils ont commencé par du trafic, par des prises d'otages. Quand ils ont eu le moyen d'appliquer leur fameuse idéologie criminelle qu'ils appellent, c'est là qu'ils ont commencé à travailler. Donc pour moi, aujourd'hui, Boko Haram existe depuis plus d'une trentaine d'années. Depuis la naissance de Boko Haram, ils avaient prévu créer une zone d'existence où ils allaient appliquer, où la règle, la charia allait être la règle centrale de vie. Bon. Et un point entrée, il n'y avait rien d'autre. Alors justement, il y a quelque chose, vous savez quoi, pardonnez-moi, mais il faut juste qu'on avance. Il y a quelque chose quand même qui m'a interpellé. Vous, Maxence Ancel, vous avez lâché le mot éradiquer. Justement, ce sera ma dernière question, on va faire un tour de table. Pour en finir avec Boko Haram, est-ce qu'il faut-il des mesures exceptionnelles, comme l'a dit François Hollande, le président français? Est-ce qu'il y a aussi, mais comment finalement on peut en finir avec cette... lorsque vous dites éradiquer? Tout à fait, on a parlé de la création d'une force multinationale qu'on attend toujours. Donc, du coup, il faut qu'on sorte des mots. Mais pour l'instant, une fois de plus, j'ai envie de parler quand même de quelques avancées. Parce qu'aujourd'hui, les populations africaines ont quand même déjà intégré cette menace-là. Ils ont intégré qu'il y a une véritable menace. Ils savent déjà comment vivre avec. Ils sont déjà dans le renseignement humain. Parce que ce qui a eu du mal à prendre ici en France, il faut dire les choses. Parce que ce qui s'est passé encore après ce qui s'était passé en janvier, en novembre, on avait l'impression que les gens avaient oublié carrément qu'il y avait une menace. Alors qu'aujourd'hui, les Africains ont intégré cela. Donc, il y a des renseignements. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a une évolution même dans la façon de se comporter de Boko Haram, puisqu'ils sont passés maintenant par les attentats suicides. La menace existe bien, elle est persistante, elle est là, et attention, et c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce que tant qu'on niait encore cela, tant qu'on discutait encore est-ce religieux, est-ce pas religieux, est-ce terroriste, on perdait du temps. C'est une grande évolution. Allez, Makenan Gebla. Je suis confiant surtout avec l'arrivée au pouvoir le leadership, je
dirais, du président nigérian Muhammadu Buhari, son leadership imposant, son influence militaire on est en train de déplacer le curseur de N'Djamena vers Abuja. Et ce qui me rassure, comme par le passé, M. Boris, il est très connu dans la sous-région. Je pense que la communauté internationale est en train aujourd'hui de lui donner... C'est un homme très influent. C'est un objectif. Et donc, très influent. Et justement, donc, la communauté internationale doit lui donner, c'est ce que j'avais dit dans des plateaux étrangers à Paris, la communauté internationale doit doter effectivement à cette force multinationale et surtout croire à l'influence militaire du Nigeria, qui est un géant avec 100 millions de population. Je pense que le Nigeria a des moyens militaires et des moyens stratégiques pour effectivement éradiquer Boko Haram. Kian, en quelques mots s'il vous plaît, Kian. La fameuse force militaire mixte, et puis il faut aller au niveau... C'est-à-dire qu'il faut faire les mêmes méthodes, il faut prendre les mêmes méthodes qu'eux. C'est-à-dire la méthode normale, militaire, renseignement, mais il faut aller aussi sur le terrain, c'est-à-dire il faut les battre à leur propre jeu. Parce que si on essaie de faire d'une manière normale, on n'y arrivera pas. C'est comme une pieuvre. Impliquer les populations locales. Absolument. Jean-Paul Aurault, s'il vous plaît. Jean-Paul Aurault, s'il vous plaît. Moi, je pense que avec les propositions de Maxence et de Makaïla, pour moi, c'est aujourd'hui, comme il a dit, François Hollande a poussé le curseur de N'Djamena à Abuja pour dire tout simplement l'ancien ami Idriss Déby devient un peu plus gênant. C'est lui qui était le fer de lance de la lutte antiterroriste, ou du moins anti-Boko Haram aujourd'hui. Et on veut remettre le Nigeria, ou du moins l'armée nigériane... Au cœur du dispositif. Au cœur du dispositif. Je pense que... Allez. Mais en même temps, Jean-Paul, Hop, s'il vous plaît. Nigeria, France... S'il vous plaît, allez, on y va. Direction. Je veux vraiment pas qu'on prenne du retard, s'il vous plaît, dans cette émission. Le débat, de toute façon, ce que je vous propose, c'est qu'il continue. Tous les amis téléspectateurs qui regardent, vous pouvez, vous le savez, commenter l'actualité, réagir de façon très libre sur votre page Facebook qui s'affiche juste en bas de l'écran. Vous y allez, vous cliquez like, je like et vous commentez. Ou sur Twitter, @CFDébat ou #CFDébat. Allez, ce que je vous propose tout de suite, direction, vous savez, ce fameux blocus entre le Sénégal et le Gambie. C'est pas une toute nouvelle histoire, hein, ça commence à traîner depuis un moment. Les négociations, c'est la question que je pose, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'elles ont échoué? Juste un petit mot. Selon un conseiller du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Ndiaye, lors d'une première série de négociations, ça s'est passé, rappelons juste pour la petite histoire, 15 mai 2016 à Dakar, la Gambie et le Sénégal ont échoué à résoudre le blocus frontalier qui paralyse les deux pays depuis 3 mois maintenant. Alors, est-ce que c'est un échec ou pas? Écoutez, c'est un échec, je dirais, parce qu'effectivement, moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai vécu au Sénégal, comme vous savez, je n'arrive pas à comprendre l'attitude du gouvernement gambien par rapport aux populations sénégalaises. On la connaît. Justement. Donc, du coup, il aime bien souffler le chaud et le froid. Absolument. Donc, moi, je suis pas aujourd'hui surpris que ces blocus, les transporteurs sénégalais ont tout à fait raison, effectivement, de faire ce blocus pour imposer, effectivement, leur point de vue. Parce qu'il est inadmissible que la Gambie, qui est logée à l'intérieur du Sénégal, ne puisse pas permettre la libre circulation des citoyens sénégalais qui entrent, alors qu'on voit des Gambiens venir au Sénégal sans être inquiétés. Et l'inverse n'est pas accepté. Donc, je pense que j'adhère totalement avec la position du gouvernement sénégalais. Je partage également la position des transporteurs sénégalais qui veulent tout simplement à ce que les biens et leurs biens circulent autant bien en Gambie, autant bien qu'au Sénégal. Ouais. Or, le gouvernement... On peut rappeler juste pour la petite histoire quand même, hein, c'est des histoires de camions qui passent, qui transitent, il s'agit de commerce. Voilà, on peut le rappeler juste ça, voilà, parce qu'il y a quand même un enjeu économique. Hein. Les postes de police, les postes de gendarmerie, les douaniers estorqués de manière régulière les paisibles citoyens sénégalais, et je pense que c'est inadmissible. Et ça repose effectivement la question de la libre circulation dans l'espace CEDEAO. La Gambie fait partie de la CEDEAO. Or, les Sénégalais ne peuvent pas librement circuler en Gambie. Je pense qu'il est temps que M. Yahya Jammeh reconsidère effectivement sa politique effectivement sous-régionale. C'est un vrai coup de gueule là. Hein. Ouais. Ah là, je vois bien, là, ça y est, vous êtes énervé, là. C'est rare que ce soit le cas. Je vous vois arriver, je vous vois arriver, Jean-Paul Aurault. Je vous vois arriver. Allez-y, je vous donne la parole. Moi, je dis, avec Jammeh, on n'ira pas plus loin que s'il n'y a pas beaucoup. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. On n'ira pas plus loin que s'il n'y a pas beaucoup plus de pression. Moi, je pense que la chute de son intervention donne, à mon sens, moi, ma solution, c'est-à-dire la CEDEAO, c'est simple, la libre circulation des biens des personnes. Il faudrait que la CEDEAO se réunisse face à la pression sur Yahya Jammeh pour lui dire, mais arrête des conneries. Voilà. Mais pourquoi taxer, surtaxer des camions et des personnes voilà, qui traversent, quand on sait que la Gambie est carrément incrustée dans le Sénégal. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de pression et je pense qu'il n'y a jamais lâchera. Mais lui aussi, c'est sa méthode, sa façon à lui de négocier, de faire sa petite surenchère, histoire peut-être d'essayer d'engranger quelques sous, certainement demander à la CEDEAO une compensation parce que... Ouais, mais en même temps, je ne vous l'apprends pas, s'il y a un blocus commercial,
Michel, si on en connaît les raisons, quand Moi, même, si plus je ou peux- moins. si je peux Même juste si. dire, Oui, allez-y, juste bien en sûr, allez-y, très c'est le lieu. Allez-y, Max Vous savez, Essentiel. tout le monde, on connaît déjà très bien le président gambien pour savoir que c'est quelqu'un qui fait toujours des sorties spectaculaires, pour ne pas dire parfois très arrogantes. Mais on peut tout simplement... Vous parlez de Yaya Jamais. Bien sûr, D'accord, bien sûr. d'accord. Ce grand personnage Qui n'est aime pas parler de, de lui. de Non, malentendu. mais- Non, mais c'est pour tout simplement... en colère, en fait. Voilà, non, c'est tout simplement pour dire que sans vouloir le défendre, je pense tout simplement qu'il fait toujours dans l'affichage et dans du spectaculaire, comme je disais. Bon, aucun pays n'a à rougir de vouloir un peu d'intérêt pour son pays. Mais on ne peut pas décider de manière unilatérale, comme ça, d'augmenter les taxes, de passer de 4 000 de 6 euros, on va parler comme nous sommes en France, de 6 euros à 600 euros. On ne peut pas l'accepter. Donc, clairement, aujourd'hui, ils ont raison, je te concède, ils ont raison, les transporteurs sénégalais, de faire ce blocage et de demander qu'on trouve une issue durable, pour une fois. Ça suppose quoi? Ça suppose que ce monsieur, d'ailleurs, il pourrait Il n'y a pas remettre... d'issue, il n'y a pas d'issue durable, mais Max justement, Essentiel. il paraît, enfin, il y a eu la pose de pierre, la pose de la première pierre pour le pont sur le fleuve Gambie, qui n'a jamais et qui n'avance pas parce que le président gambien trouve que la structure ne l'intéresse pas, que l'architecture ne l'intéresse pas. Donc je pense que voilà un monsieur qui quelque part, parce que quand on regarde bien la situation géographique de la Gambie, on se dit waouh, ils sont carrément entre les dents du Sénégal, ils n'ont qu'une seule ouverture sur l'océan Atlantique. Donc du coup, on pourrait penser que cette situation-là, la Gambie est dépendante du Sénégal. Mais oh que non, puisque c'est la Gambie qui veut poser les conditions au Sénégal. Alors, on va poser la question. Alors, allez-y, Kiel, et je reviens sur Makela. Yaya Jammeh a envie d'exister. Donc tous les moyens sont bons pour lui. Il existe déjà, je pense. Oui, non, c'est une manière... Non, il veut... Ce que je veux dire par là, ça veut dire... C'est un raccourci pour les transporteurs. Non, ce que je veux dire, la manière, donc, en guillemets, il veut montrer qu'il est là. Donc, comme tous les toujours, moyens sont d'ailleurs. bons à être belliqueux, à faire des choses dont il sait très bien que c'est lui qui va être victime au final. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire vis-à-vis du Sénégal? Heureusement encore qu'il a un débouché sur l'océan. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire là? Non, il peut faire. Alors, justement, Makela, Mais je vous redonne la parole. Bon, ils sont devenus islamiques depuis décembre 2015. C'est quelqu'un qui avait... Et tout ça là, ça me fait penser un petit peu à ce que Kadhafi faisait de temps en temps. De temps en temps. La provocation. Voilà, exactement. La provoque. Est-ce que la... oui, alors la Sauf que provoque. ça met en Est-ce que mal Yaya les Jammeh est dans la relations provocation? Et puis diplomatiques, surtout, commerciales et sociales. alors c'est vrai que Max Essentiel, ça fait référence que finalement la Gambie est un peu, si vous voulez, sous l'autonomie du Sénégal. Oui, non? Dans une provocation permanente avec le Sénégal. Que ce soit avec Abdou Diouf, que ce soit avec Senghor, que ce soit aujourd'hui avec Macky Sall. Non, mais Gambie dépendant du Sénégal. C'est une réalité? La Gambie dépend, bien sûr, parce que quand on voit effectivement ce qui fait les recettes engrangées par la Gambie à partir du Sénégal sont énormes. Les Sénégalais, pour acheter du sucre, ils viennent acheter en Gambie. Pour acheter effectivement les denrées des pleins ici, ils viennent effectivement. Donc du coup, le Sénégal engendre beaucoup d'argent pour la Gambie. Donc la Gambie, de façon vitale et économiquement, est aussi dépendante du Sénégal. Donc du coup, nous, on parlait plutôt du vivre ensemble. On parlait plutôt effectivement à ce qu'il y ait une cohésion dans la sous-région, mais pas la Gambie qui crée des tensions avec le Sénégal, tensions des conventions. Justement la convention de la CEDEAO, comme disait Jean-Paul Euro. Et puis il faut aussi noter quand même qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait ce blocage-là et le fait aussi que la Gambie ait eu même l'intention d'augmenter les prélèvements, une fois de plus, j'ai dit, ils ont raison de se poser la question, est-ce qu'il faut augmenter ou pas? Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas décider de manière unilatérale. Mais le truc, c'est quoi? C'est quand même la vie des gens. C'est de la vie des gens dont on parle, des personnes et des biens. Bien sûr. Donc le fait, parce qu'il semble-t-il, même les ferries qui contournent, c'est la galère, c'est la corruption, c'est les conditions insupportables de chaleur et c'est la lenteur. Attendez, vous êtes un chef d'entreprise, vous devez faire acheminer vos biens, vous avez besoin de tenir les délais, vous avez besoin d'engranger rapidement des richesses, vous avez besoin de tourner. Mais si monsieur Yaya Jammeh. Si lui décide comme ça, en claquant les doigts, de remonter, de déranger, non, il paralyse une économie. Alors finalement, s'il paralyse l'économie, Jean-Paul Euro, finalement, Yaya Jammeh, est-ce qu'il n'est pas en train de souffler le chaud, le froid? Comme d'habitude. Mais ça, c'est comme d'habitude, comme on le disait, ça, c'est comme d'habitude. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on ne peut pas arracher à Yaya Jammeh la souveraineté de son pays. Hein. Il décide de faire son pays, des frontières de son pays, ce qu'il veut. Mais moi, je me pose la question véritable de savoir, la CEDEAO, elle sert à quoi vers la fin? C'est quoi cette structure-là? Est-ce que ça intéresse les autres pays Ça de fait savoir? combien d'années la CEDEAO existe? Aujourd'hui, c'est Yaya Jammeh, on en parle.
Mais on connaît dans ce pays, on connaît dans cette union des ressortissants. Vous remettez tout sur la responsabilité pays de la CEDEAO, vous? Non, je ne mets pas tout, c'est pour dire que Il y a c'est pas que la une CEDEAO. organisation qui ne fonctionne justement, pas. est-ce qu'il y a pas C'est quelqu'un- parce qu'elle ne marche pas que des individus comme Yaya Jammeh peuvent se permettre. Il sait qu'il y a un déficit, il sait qu'il y a un Ça, je suis vide, il d'accord. peut se permettre d'avoir une telle action. Je vous d'accord. promets, au sein de l'Union européenne, vous ne verrez aucun pays qui va se permettre d'avoir une telle attitude. Tout de suite, il va y avoir des sanctions qui vont être prises et il va s'arrêter. Tout de suite, voilà des réalités. Voilà, il faut qu'à un certain moment, des organisations Vous y allez fort, communautaires- hein, vous tapez sur la CEDEAO, hein, vous n'arrêtez pas. Non, mais c'est vrai que le Vous allez vous faire des amis, je Mais pense. Jean-Paul, tu penses que la CEDEAO, si elle disait quelque chose, Yaya Jammeh On peut accepterait? prendre des mesures coercitives. C'est vrai que le Pour le monde contraire aujourd'hui d'Asla. fonctionne avec des ensembles, des grands ensembles. On a parlé tout à l'heure du cas du terrorisme. Aujourd'hui, ce qui fait la force là, c'est ce groupe, on voit bien la sous-région, qui travaille aussi même avec le Nigeria. Donc ici, tu parlais de l'Europe. Aujourd'hui, on parle de l'Europe. Donc normalement, l'Afrique de l'Ouest doit ne serait-ce planifier, assainir ces échanges. Et le fait que Yaya Jammeh, tu disais que c'est un personnage qui souffle du chaud et du froid. Il sort des choses comme ça. Il a le Coran là, il a le chapelet là. Il décide qu'en faire les filles doivent avoir, les dames doivent avoir le voile dans l'administration. Il décide qu'il va égorger les homosexuels ou couper leurs attributs en morceaux. Il décide, il se moque des occidentaux, raillant qu'on parle de démocratie, mais on parle de Finalement, limitation si de Ken trucs. avait raison, Donc alors, en fait, c'est il quelqu'un veut- qui a l'habitude. il veut s'inspirer Tout à fait. de Moi, je Kadhafi. vois Kadhafi. Donc, il a c'est un beaucoup petit de Kadhafi choses, en plein Sénégal. Voilà. Non, moi, Sauf que, Alors, bon, vu vous comme avez Kadhafi tout a dit. fini, C'est pas le vaut même mieux Karim quand même que Kadhafi. Hein, J'ai ça n'a rien à pas voir, le quand même. Mais même, il hein. va mettre, là, il fait souffrir sa population et quand même les commerçants sénégalais. Makelen Gebla. Effectivement, c'est un personnage haut en couleur. Il y a Jammeh qui, comme vous l'avez dit, mais seulement moi je voudrais revenir sur la question liée effectivement à l'espace politique même gambien. Les opposants ont disparu. Monsieur Jammeh, c'est quelqu'un qui effectivement qui est connu pendant 24 ans au pouvoir et dans la répression en fait de sa population. À cela, il exporte effectivement son côté belliqueux. Au niveau limitrophe de ces pays, des pays limitrophes. Donc je pense que c'est quelqu'un, comme il a dit, il faut absolument qu'il a harmonise sa position et fasse une pression forte sur le régime gambien, à ce qu'il vraiment qu'il essaie d'être beaucoup plus souple avec ses voisins, ne serait-ce que pour le vivre ensemble, la cohésion dans la sous-région. Et puis moi, je pense que par rapport à ce qu'on vit justement en parlant de Boko Haram, AQMI et tout ça, vu le caractère qu'il a et le gouvernement qui est devenu islamiste, il peut être même un danger. Carrément, il peut devenir un pour danger. moi, oui. Pour moi. Ah si. Ah là, vous empruntez. Non, c'est pas Attention. l'amalgame, je vois la personnalité. Je vois Non, la non, c'est personnalité. pas ça, Ken, c'est parce qu'il a raison, Jean-Paul Auro. Il a Je me raison, suis fait. Jean-Paul. Non, mais vraiment, je pense que ici. Mais Si vous permettez, faisons juste attention, s'il vous plaît, à la façon. Ce que Tiens, je crains. je voudrais juste, parce que comme on a une responsabilité, nous aussi, hein, les journalistes ici, ceux qui représentent, vous aussi, leaders d'opinion, on a chacun notre responsabilité. Et il a raison, Jean-Paul Auro, quand il dit effectivement, évitons quand même les amalgames. Ou alors, vous êtes suffisamment solide dans ce que vous avancez dans les propos et vous nous les expliquez les raisons sur lesquelles. Parce que sinon, pas le terrain la peut être personnalité. glissant Non, et mais miné. Et attention à ça. Kian, expliquez vraiment votre pensée pour éviter qu'on se fasse, évidemment, Alors, je vais expliquer. parce que sinon, y compris le CSA peut nous faire une Je veux pas descente dire ici. comme hein. Jean-Paul Auro ou votre, une grande spécialiste de la politique africaine. Géopolitique, Je suis simplement oui. une citoyenne, humaniste. Quand je vois quelqu'un qui a un comportement comme ça et que je vois ce qui se passe, Boko Haram, Al-Qamami, au Mali et tout ça, je me dis quelqu'un qui a un comportement comme ça peut porter à enrichir, à nourrir ce qui se passe ailleurs, au niveau de Et la... justement, Ouh, c'est une ouais. crainte, pour Ouais. aller dans son sens, Ouais. je le dis, Ouais. dans Je le son dis, c'est ce sens, que je sens. pour aller dans Et son sens, heureusement. je comprends ce faisons le tour de table. je comprends ce ressens qu'elle ça. dit, parce qu'en effet, il y a eu des observateurs qui l'ont quand même, il faut juste rechercher pour savoir qu'on a quand même accusé, on craint quand même de ce président du fondamentalisme dans son pays, puisqu'on parle de son rapprochement avec les grands pays du Golfe. Donc, en quelque sorte, ce qu'elle dit n'est pas totalement faux. Donc, faites attention. Non, mais je pense quand même On que... mélange tout, là, Non, c'est non, un non, peu on ne mélange là, pas attendez. tout. On ne Non, mélange juste pas parce tout. Je qu'il y a suis plein de désolée. choses, là. Elle a On dit fait quelque référence au chose. Moyen-Orient, Si. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est carcan. Non, c'est pas un carton. Vous ne pouvez pas l'empêcher de dire ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense. Jean-Paul Auro. Sortons un peu de cette sorte de Macédoine là. C'est pas une Macédoine, c'est un ressenti. Et c'est la vérité. La République est devenue islamiste La depuis République. décembre. Vois le caractère de la personne. Excuse-moi, 2 minutes, Voilà. vous m'accordez 2 minutes. Ok. La Mauritanie est une république islamique. Jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a pas le même, elle n'a pas le même président. Elle n'a pas le même. Donc, ça n'a rien à voir avec Le Soudan, Ça a à voir avec la personnalité du non, président. là, justement, Voilà. donc la
Oui, le soir, également, le soir, également. La loufoquerie du personnage ou bien de la personne n'a rien à voir avec les amis. Voilà, il peut avoir un président loufoque chrétien ou athée ou quoi que ce soit, et puis avoir les mêmes comportements déviants. Ça ne peut pas être lié. Ça fait pas l'objet. Ça ne peut pas faire l'objet. Attendez. Et puis revenons, être rapproché des pays du Golfe. Nous soyons sérieux. Pas du pays du Golfe, de ce qui se passe beaucoup. La même Moxin Sancel disait qu'elle s'est rapprochée. Si. Pardon, s'il vous plaît, on va s'entendre. S'il vous plaît, laissez-le finir. Laissez-le finir. Jean-Paul Aureau. Laisse-moi finir. Kian disait tout à l'heure, on suspecte son rapprochement avec un certain nombre de pays du Golfe. Et ça, je dis, Maxence a dit. Je dis, Maxence a dit. Moi, je dis, la France est l'un des meilleurs, des plus grands vendeurs d'armes à l'Arabie Saoudite. La France est le plus grand collaborateur du commerçant du Moyen-Orient, des Qatar et autres. La France est-il un pays islamique? La France, il y a une dérive islamiste en France. En tout cas, s'il vous plaît. Yaya Jammeh n'est pas président de la France. C'est ça. Donc c'est Vous voyez lié la personnalité. S'il vous plaît. Et non à son Tâchons de se faire entendre et que soyons audibles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Kian, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça devient, mais vraiment, inaudible pour le téléspectateur. Je voudrais juste attirer l'attention des autres et même des téléspectateurs. Tout rapprochement avec les pays du Golfe n'est pas forcément lié à un terrorisme. Pas forcément. On peut vraiment entretenir de très bons rapports de coopération qui pourraient être bilatérales et bénéfiques autant pour nos pays et que pour les pays du Golfe. Donc je pense qu'il faut tirer effectivement la sonnette d'alerte à ce niveau-là. Et en ce qui concerne la Gambie, c'est que c'est un pays vraiment particulier, un pays spécifique. Il faut connaître son histoire. Vous avez raison de le rappeler. Donc du coup, je pense que c'est une folie qu'il faut vraiment maîtriser et il faut absolument une intervention massive de la communauté internationale ou bien de la sous-région pour que Yaya Jammeh ne puisse pas quand même continuer à inquiéter la sous-région. Très court. D'ailleurs, je fais partie des personnes qui détestent les amalgames. Tout ce que je dis, c'est que son inquiétude peut être aussi entendue, tout de la même façon que les observateurs l'ont bien écrit aussi. Donc, en fait, c'est pas parce que les observateurs le disent que forcément c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on le rappelle ici que ça veut dire que nous avons tort. Donc, on est bien, je souscris tout ce que tu dis. Faire attention d'abord. Mais oui, cher monsieur. Non, c'est pas ça. La géopolitique en Gambie, elle est particulière. S'il vous plaît. Non, il a raison. Finalement, non, je comprends tout ce qui se dit. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus entre évidemment les inquiétudes, les préoccupations qui vous animent, celle de Maxence Sancel également. Mais je comprends aussi lorsque Jean-Paul Aureau et Makelan Gebla vous interpellent sur les sujets géopolitiques et géostratégiques. Et notamment là, plus précisément sur la géopolitique. Ce que voulait simplement dire Jean-Paul Aureau, c'est que, si vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que la Gambie a quand même un positionnement géopolitique particulier qu'il faut maîtriser. Il n'a pas tort, c'est vrai. Pour connaître un peu la Gambie, c'est très complexe sa géopolitique. Tellement compliqué que parfois, évidemment, il y a des choses qu'on ne maîtrise plus du tout, y compris les enjeux. Mais bon, en tout cas, le message est passé. Tout ce qui se dit ici, vous aussi, vous pouvez réagir à cette actualité. Dernier sujet qui nous a interpellés. Très rare. Alors très rare parce que je vous dis ça parce que le Cameroun, bon, on en parle de façon, évidemment, lorsque ça fait l'objet d'une grosse actualité. Mais là, il se trouve que Marafa Hamidou Yaya a été condamné à 20 ans de prison. Arrêté le 16 avril 2012, je rappelle juste un petit peu la petite histoire. Hamidou Yaya donc avait été condamné par le tribunal criminel spécial, c'est ce qu'on appelle le TCS, à 25 ans de prison le 22 septembre de la même année pour détournement de 31 millions d'euros, ce qui veut dire l'équivalent de 24 milliards de francs CFA, destiné à l'acquisition d'un avion neuf pour les voyages d'un chef de l'État. Alors, clairement, ma question est très simple. C'est une condamnation politique, Jean-Paul Aureau ? Je ne dirais pas pour l'instant sur ce terrain, je dirais tout simplement, pour moi, c'est une première juridique. Ah. Parce qu'à Tangana, si je ne m'abuse, a été condamné pour cette même affaire. Oui. Donc c'est la première fois. Pour la première fois dans l'histoire de la justice, je dirais, le monde est maintenant globalisé, 2 personnes sont condamnées pour le même fait, ça et de co-accusés. Bon, je ne sais pas c'est quoi cette alchimie-là, mais bon, peut-être tellement que la justice camerounaise sera la seule à pouvoir m'expliquer cette affaire. Moi, je pense que... Ne soyons pas sur le commentaire évidemment judiciaire, mais là on est plutôt sur le fait politique. Oui, justement, aussi, et juridique. Moi je pense que dans le régime de M. Paul Biya, Maraf a occupé une place quand même
d'une personne d'envergure présidentielle. C'est pratiquement la deuxième personnalité politique du pays. Et quand cette affaire est tombée en 2012, moi je suis très un peu étonné. Est-ce qu'on ne va pas vers un glissement d'un règlement de compte à l'encontre de ces personnages? Parce qu'avec Marafa, c'est la question que je pose. Et justement, avec Marafa, il y avait aussi un autre notaire qui est très proche, qui est aussi sociologiquement parlant, très proche, et fait également de Marafa. Et donc, est-ce qu'on n'a pas cherché, comme l'a dit ce matin, sous les ondes des médias internationaux, l'épouse, Mme Aline Marafa, qui a dit effectivement qu'elle ne croit pas à la justice camerounaise, et connaissant également la nature du président Paul Biya, qui décapitait au fur et à mesure tout adversaire politique qui lui paraîtrait gênant. Est-ce que réellement, ce n'est pas un règlement de compte? Je pense que c'est un règlement de compte. Et le fait de juger 25 ans, ramener à 20 ans d'emprisonnement, je pense que tout ça, c'est une mascarade. Alors clairement, Makelane Guelbel nous dit que c'est un règlement de compte politique. Vous dites quoi, Kian? Je pense aussi. Je pense aussi que c'est d'abord s'il y a un vice de procédure. Déjà, effectivement, il y a le Atangana Mebara qui a pris la place de... Que j'ai reçu ici, d'ailleurs, en exclusivité. Et qui, je ne comprends même pas comment ça se fait qu'il peut être qui était venu témoigner pour la même chose alors qu'il vient après. Bon, je ne sais pas. Mais déjà, il y a ça. Et puis, je pense que c'est... Petit règlement de compte entre amis, quoi. Petit règlement de compte entre amis politiques. Alors, vous, le Cameroun, vous connaissez? Oui, je connais le Cameroun et puis j'ai pas... Non, je ne suis pas embarrassée, rassurez-vous, je ne suis pas embarrassée. Elle va être très prudente, attention là. Non, c'est pas ça. Ce que je crains, c'est qu'au-delà qu'on se focalise seulement sur l'aspect politique et qu'on oublie aussi quand même que la justice camerounaise peut aussi bien faire son travail et tout simplement, notons quand même qu'il passe de 25 ans d'emprisonnement à 20 ans d'emprisonnement. Notons quand même que c'est sur une histoire quand même, parce que c'est cette histoire-là qui a permis à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle au Cameroun l'opération épervier, c'est-à-dire qu'on commence à se focaliser, à chercher, à se porter, à se poser des questions, à se pencher sur les détournements de fonds publics. Donc aujourd'hui, c'est souvent très facile que dès que quelqu'un se retrouve en prison, directement, il se revoit son avenir, son destin à la Mandela, parce qu'il se dit quelque part que c'est une histoire politique. Je vais dire ceci. Moi, je vous donne la parole, Jean-Paul. Ça fait 2 jours, le 17 et le 18 mai dernier, enfin là, il y a eu une conférence économique internationale à Yaoundé et justement j'ai entendu des experts, certaines personnes dire au Cameroun dire qu'il y avait un problème parfois de corruption et n'oubliez pas quand même que le Cameroun à un moment donné a souvent eu un mauvais classement de corruption à cause de la corruption sur le plan mondial. Donc et du coup parfois ces genres de choses-là pénalisaient même pénalisent l'économie du pays, empêchent les investisseurs directs à venir au Cameroun et parfois on se rend compte que les gens même qui font cette corruption, c'est souvent les fonctionnaires, c'est souvent les gens qui sont bien placés, c'est souvent les gens qui sont dans l'administration. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'on va arrêter quelqu'un qui va se retrouver en prison, il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi l'homme d'affaires Yves Fotso qui est là-dedans. Donc en fait, on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bon, qu'il soit politique, c'est normal. Attendez, il a été ministre, il a été secrétaire général de la présidence de la République. Il avait certainement des ambitions, puisqu'il lui-même le dit, puisqu'il avait discuté avec les États-Unis, parce qu'il voulait être président de la République. Mais ne faisons pas le raccourci et surtout ne fermons rien, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun en souffre de ces histoires de corruption. Moi, je veux qu'on croie peut-être qu'il peut y avoir l'aspect politique, mais il y a aussi le vrai aspect au Cameroun, c'est qu'il y a eu beaucoup de corruption, beaucoup de détournements. Jean-Paul Auro, Makelane Guelbel. Jean-Paul Auro. Il ne faut pas qu'il y ait des raccourcis vite fait. Jean-Paul Auro. Moi, d'abord, je suis satisfait que Maxence soit fier de la justice du Cameroun. C'est normal. Moi aussi, j'ai envie de croire à la justice des pays africains. Mais en même temps, quand on envoie quelqu'un à la haie, vous vous plaignez que pourquoi est-ce qu'on a envoyé quelqu'un à la haie? On a vu le cas, par exemple, avec Barbeau, où aujourd'hui on dit mais pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé là-bas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas jugé en Côte d'Ivoire? Je veux aussi que nous soyons quand même fiers un peu de la justice de nos pays. Je suis désolée. Maxence, je peux on n'envoie jamais les Français à la haie. On n'envoie jamais les Allemands là-bas. Tout se passe aujourd'hui, on juge. On voit bien ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy ici en France. On ne peut plus l'arrêter. Non, je suis désolée. Laissez-le, il n'a même pas fini sa phrase. Il a à peine commencé. Allez-y. Adil, il va céder son siège. Bon, c'est pour dire tout simplement... Allez, venez prendre ma... Venez, regardez, venez, cher. C'est pour dire tout simplement, je partage avec toi tout à fait le fait que les Africains jugent eux-mêmes leurs propres concitoyens. Mais arrivé un moment, soyons sérieux. L'opération épervier au Cameroun, s'il y a un premier qui doit être poursuivi,
D'après toi, ça peut être qui? Non, pardon. Pardon. Si. Moi, je pense qu'Épervier devrait faire des bébés éperviers parce qu'il y a tellement de Je gens te- qui je font la peux- corruption, est-ce que- même parfois est-ce dans que, le bas, dans les Maxence, trucs. Donc, j'aimerais Maxence, qu'Épervier se Maxence, déploie encore Maxence, de manière... Allez-y, Jean-Paul Aureau, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis pas là pour répondre aux questions de monsieur... Non, vous avez raison, vous avez raison. S'il y a un Alors, premier qui doit être Je poursuivi. réponds aux questions Alors. de monsieur Adil, mais pas là, je suis désolée. oui, mais allez-y, c'était- allez-y, donc, je dis répondez, tout simplement, répondez à mes questions. à- Allez-y, Jean-Paul Aureau. Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui dans nos pays africains où à un certain moment, les chefs d'État, quand ils veulent se donner bonne conscience, ou eux-mêmes se veulent être bon, ils inventent une sorte de moralisation de la vie publique et ils se mettent en dehors comme Pour vous- si eux, ils ont géré ce Alors, pays pendant 30 ans. Pour vous, Hamidou Et pendant Yahya, 30 ans, il est innocent ou pas? Il est innocent, c'est Yahya? possible qu'il soit coupable. C'est possible qu'il soit- Et responsable. pourquoi alors Oui. vous vous arrêtez seulement sur l'aspect Jean-Paul, politique? Maxence, Marafa Yahya n'est s'il pas te plaît. en prison où il ne s'exprime pas. S'il te Il plaît. est toujours dans les interviews, il signe des tribunes, donc on peut dire Maxence, quand même qu'il est-ce bénéficie que- de quelque chose. Ça veut est-ce dire qu'il y a que- quand même Jean-Paul une Aureau, liberté. Jean-Paul Aureau, s'il vous plaît, Maxence. Je Jean-Paul Aureau. disais tout à l'heure, ma première intervention a été Emma simplement, Kélange. j'ai dit, c'est la première, c'est une première judiciaire. C'est la première fois que je vois 2 personnes condamnées pour le même fait, sans être de co-accusés dans une affaire. je suis d'accord avec Tangana et Stéphane Marafa Tangana. sont condamnés Puisque vous faites pour référence la à même Tangana. affaire, sans Qu'on a avoir reçu ici, été de d'ailleurs. co-accusés là-dedans. Je me pose la Alors, question. il se pose la question, pourquoi pas, Makelan Gebla? Moi, je pense que franchement, moi, je ne suis pas convaincu de la justice camerounaise, étant donné que la justice camerounaise, autant que la justice dans la plupart des pays de la sous-région, vous avez le Tchad, le Congo, le Gabon, etc., c'est des justices qui sont inféodées complètement à l'exécutif. Et donc, comme il a dit, il a su bien dire, Jean-Paul, c'est que quand on veut régler le compte à quelqu'un qui dérange dans le système, on essaie d'instrumentaliser la justice. Ouais. Donc, si aujourd'hui, la première personne qui pourrait être interpellée... Là, vous l'avez expliqué clairement. Voilà. Il a été plus nuancé, Jean-Paul, tout à l'heure. Tout à fait. Donc, s'il y a personne qui peut être quand même interpellé ou bien qui doit dire un mot sur cette affaire, c'est bien M. Paul Biya lui-même. qui Paul peut Biya être- lui-même. Absolument. Ça y est, Donc, vous moi, l'avez je pense lâché, que- vous. Vous avez dit le nom de la Donc, personnalité, le chef de l'État. Absolument. Ce que Jean-Paul Aureau n'a pas osé le faire. Ah, mais J'ai posé la question à Maxence. Elle a refusé de le dire. Donc, je pense qu'il faut trouver... ça y est. S'il vous plaît, pas de provocation. Ces contentieux judiciaires doivent trouver un dénouement. Alors, quel est votre sentiment? Il est innocent ou pas, Yahya? Moi, en fait, innocent ou pas, mais dès lors que c'est un homme politique camerounais, je pense que forcément, il y a des enjeux politiques et il peut être aussi innocent, tout comme il peut être aussi coupable. Mais le fait qu'il soit proche de M. Paul Biya et qu'aujourd'hui, qu'il soit l'une des personnes victimes de cette affaire, je pense qu'il y a forcément... Alors, finalement, Vous savez la qu'il y a question, pas que Moussa qui va s'il vous plaît, être Cameroun, la hein. question qui dérange et la question que tout le monde se pose d'ailleurs au Cameroun, y compris ici en France, eh bien, je vais vous la poser. Finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de déranger Paul Biya, au point même d'ailleurs qu'on lui endosse d'ores et déjà cette ambition présidentielle? Je pense l'opinion Kian, générale. vous dites oui. Moi, je dis oui. Je dis oui, et en plus, il y a ce problème judiciaire qui n'est pas net. Donc déjà, même au niveau même national et international, il y a un problème au niveau de jurisprudence. Parce que ça ne peut pas faire de jurisprudence, un jugement comme ça. Et je pense que forcément, oui. Oui. Voilà. Donc, Moi, l'homme qui dérange Paul Biya, c'est Hamidou Yahya. Non, moi, sur le plan... Un de ceux. Il doit y en avoir d'autres. Moi, je ne suis pas spécialiste en matière de justice, donc je ne peux pas trop m'expliquer là-dessus. Et je me dis quand même, moi, je Restons continue- sur l'ambition présidentielle. Non, oui, justement, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas trop m'expliquer là-dessus. En revanche, ce que je peux dire, c'est tout simplement que si effectivement il y a un souci, j'espère qu'au moins cette justice-là va se Hamidou Yahya, ambition présidentielle. Maintenant, ambition présidentielle, monsieur Marafat n'est pas le seul Camerounais qui souhaite être président au Cameroun. Exact. Il y a eu John Fundi, il y a eu d'autres personnes qui veulent être président. Tout le monde peut Ouais, mais être l'homme, c'est président au Cameroun. oui, mais en ce moment, Mais c'est je l'homme pense à que- abattre, c'est lui. Non, mais je pense que C'est il y a l'homme du beaucoup- moment. Il y a aussi beaucoup d'agitation dans les médias aussi qui fait cette agitation qui peut faire croire qu'il est le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul homme du moment. Oui, mais Moi, je peux vous dire Maxence que- Ancel, l'homme à Je abattre termine du juste- moment, Non, c'est pourquoi Hamidou Yahya. Pourquoi C'est la Attendez, question en que tout le monde prison, se pose. Mais justement, moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il est l'homme à abattre. Il est en prison pour des faits qui lui Mais en sont tout cas, il est été déjà pas mal reprochés. abattu, là, hein. Et maintenant, quand il a été malade au mois de mars, Dernier. il a été hospitalisé. Il pouvait même encore être hospitalisé, mais il a refusé. Il s'exprime librement. Il fait des tribunes. Il est malade, il est très malade. Mais attendez, vous me posez la question, je peux quand même exprimer deux secondes. Je suis Ah, tu réponds aux questions. je réponds aux questions de monsieur Adil. Ambition présidentielle, j'ai dit. Voilà, Ambition c'était- présidentielle, je dis Allez-y. que c'est tout à fait légitime qu'il ait des ambitions présidentielles, mais penser que quelque part, c'est parce que M. Biya va les
écarté qu'il ne pourra pas arriver à ses objectifs. Je pense que les gens sont élus par un peuple. Comme il fait des tribunes, comme il signe des tribunes, comme il fait des interviews, il faut qu'il s'arrange à ce que la population soit de son côté. Allez, point barre. Arrêtons de chercher des trous dans la tête des gens. Makelan Gebla, s'il vous plaît. Makelan Gebla. Mais le problème, c'est que quand tu vois un peu l'itinéraire de Hamamadou au Niger, quand tu vois un peu l'itinéraire des Marafa, etc., c'est que des gens, quand on dérange, on vous crée une situation. Et ça ne m'étonne pas que M. Paul Biya, qui est resté déjà pendant 32 ans au pouvoir, ne puisse pas accepter... Marafa était avec lui, il était quand même quelqu'un du système. C'est général, justement. Donc, c'est dans le système... on veut le déranger. C'est dans le système qu'on peut souvent décapiter des personnes gênantes. Et donc, ça, on est arrivé à ce qui est arrivé tout le temps. Et puis moi, Jean-Paul Laurent. Moi, c'est au-delà de la condamnation, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer un peu et de rire en même temps. Un rire peut-être nerveux. 31 millions d'euros pour un avion présidentiel. Je présume que c'est l'avion de Paul Biya. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un seul hôpital à 31 millions d'euros au Cameroun. Je voudrais juste savoir... C'est quoi cette affaire-là? On est dans quoi exactement dans nos pays africains là? Un président, aujourd'hui, pour son avion personnel, il va mettre 31 millions, un avion ne va mettre 31 millions d'euros là-dedans. C'est énorme, hein. 24 milliards de francs CFA. Pour l'instant, tu n'as pas l'avocate de Paul Biya, donc je peux me permettre d'aller plus loin. Donc, je n'ai pas encore posé de questions, ou bien Adi n'a pas encore posé de questions. Pour l'instant, je pousse un coup de gueule. Voilà. Et donc, j'ai envie ça, c'est le coup de gueule du journaliste. 24 milliards de francs CFA, je vous promets, ça fait 5 bons hôpitaux au Cameroun. Pas loin, c'est vrai. Kian. Un avion coûte vraiment 31 millions? Déjà, moi, j'ai été choquée. Je ne sais pas quels sont les prix des avions, mais déjà, moi, j'ai tiqué là. Non, il faut comprendre la petite douche, le jacuzzi, tout ça, tout ce qu'on installe là-dedans. Déjà, je tique là. Donc déjà, il y a peut-être eu un détournement. Non, mais il a raison, Jean-Paul. Si vous faites un avion, évidemment, avec toutes les commodités, le confort. Tout le confort et la logistique qui va avec. Vous savez, celui d'Obama, c'est beaucoup plus. Hein. Celui que Sarko avait imaginé, c'était beaucoup plus que ça. Mais c'est normal, si vous faites une chambre, une belle chambre, plus un bar, ça va très vite. Une discothèque, ça passe. Ça repose encore la mauvaise gestion de nos ressources dans le pays africain. La plupart des pays africains. Là, vous dites les priorités. Absolument. Les priorités, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'habitat, c'est vraiment effectivement les jeunes, le chômage. Voilà, le chômage, etc. Or, on a l'impression que ça ne s'inscrit pas dans l'agenda de nos dirigeants africains et c'est bien déplorable qu'on investisse des milliards d'euros, de francs CFA pour effectivement... Eh bien, merci à vous. Merci, vous savez quoi, le débat continue. J'ai bien vu, ça taclait pas mal de ce côté-là. Mais bon, en même temps, c'est... Non, mais attendez, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Merci à vous d'avoir participé ici dans Ça fait débat. Le débat continue, vous savez, sur les réseaux sociaux, sur Ça fait débat. Votre page, vous likez, vous commentez, vous réagissez en toute liberté d'expression. Et franchement, vous êtes très nombreux à le faire. Et évidemment, c'est encourageant. Et sur le Twitter, @ ou le hashtag CFDébat. Merci. Tiens, allez, je vais commencer par mesdames. Merci à Maxence Ancel, journaliste, femme politique, militante associative. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Vous inquiétez pas, vous allez retourner en Cameroun sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Jean-Paul, je rigole, hein, bien sûr. Non, je rigole. C'était juste une petite boutade comme ça, de temps en temps, que je balance. Merci à Jean-Paul Laurent, qui est le président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Merci à vous. Merci. J'aimerais faire un petit mot particulier pour ma fille mariée qui fête ce dimanche son anniversaire. Lui, joyeux anniversaire. Attendez, on va lui souhaiter alors. Voilà, joyeux anniversaire. Bon anniversaire alors à votre fille. Bon anniversaire à la fille de Jean-Paul Laurent. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire. Voilà. Et heureux baptême à sa grande sœur. Belle qui se baptise aussi ce dimanche. Eh ben que de bonnes nouvelles. Eh ben on est de tout cœur avec vous et sachez-le, voilà, spécial dédicace, hein, voilà. Qu'on vient de faire ici dans Ça fait débat. Merci à Kian également, président de l'association Cocoon Art et Solidarité. Vous reviendrez ici bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir et surtout évidemment pour le prochain événement. Et enfin, exactement. Et enfin, Makelan Gebla, notre célèbre blogueur, oui. Voilà, je voudrais inviter tous les téléspectateurs de Télé Sud d'aller le samedi, je les invite à faire un festival international sur le blog à Ivry. Donc tout le monde est invité et puis voilà, moi je fais partie des intervenants. Merci à vous. Eh ben merci, le message est passé, merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, on doit rendre l'antenne. C'est bon. Ça, vous l'avez fait ça en début d'émission. C'est vrai, parce que sinon... Non mais c'est bon. Là, pour le coup, je suis obligé de rendre l'antenne. Là, ça y est, il me reste, vous savez quoi, 2 secondes. Voilà, pour tout vous dire, 2 secondes pour dire merci à Valérie à la réalisation et à toute l'équipe technique. À très bientôt d'ici là. Portez-vous bien, n'est-ce pas? Voilà, ciao.